Merci beaucoup à vous. Bon, les applaudissements, je veux bien qu'ils viennent pour moi, mais vous savez, quand on est dans un endroit comme ça, qu'il y a des barnums qui sont installés partout, qu'il y a des jeux, qu'il y a des châteaux gonflables, qu'il y a des affiches qui ont été collées sur tout le département, qu'il y a le son qui fonctionne, qu'il y a tout ça, c'est pas grâce à moi du tout. Hein. C'est grâce à des tas de petites mains invisibles. Je vais citer quelques prénoms, mais c'est eux qui vont vraiment applaudir. Je vais vous dire Fifi, Flo, Esra, Oriane, Lionel, Ludo, Francis, Dimitri, Linda, Brigitte, Isabelle, Hubert, Sandrine, Stéphanie, Paul, Mélanie, Fabien, Sylvain, Thibaut, Jean-François, Christine, Renaud, Eric, Jean, Brigitte. Et je demande aussi qu'on applaudisse et qu'on remercie le maire de Camon, Jean-Claude Renaud, qui nous prête ce lieu qui, je trouve, est un beau lieu assez formidable. Les personnes que j'ai citées, vraiment, elles méritent les applaudissements parce que vous savez, quand vous êtes... je vais vous dire pourquoi m'est venue cette petite idée, mais la petite idée au départ c'est sympa, mais tout de suite, de sentir qu'avec enthousiasme, avec envie, avec joie, il y a des gens dans votre entourage pour s'en saisir et pour se mettre au boulot tous ensemble et tirer dans la même direction, c'est ça qui est formidable. Et je dois dire que c'est des gens qui me supportent depuis 3 ans maintenant et que c'est assez formidable aussi. Sandek. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a 3 ans, j'ai vécu mon premier 14 juillet de député. C'était à Ville, et franchement, c'était une ville super sympa où vivre ça. Il y avait le sous-préfet, il y avait le maire. On a fait déposer des gerbes au monument aux morts. Il y avait les majorettes. On a eu un vin d'honneur à la fin, on a fait des remises de médailles et de diplômes aux sapeurs populaires volontaires, et tout ça c'est des choses que j'aime, j'ai pas de problème à le faire. Mais me dire que ce 14 juillet, qui est la fête de la Bastille, la fête de la Révolution française, la mémoire de 1789, ces mots ne sont pas prononcés pendant tout un 14 juillet, j'en suis sorti quand même vachement surpris. Et je me suis dit, bon ben, il y a un truc à faire, comment ça se fait que vous imaginez un 8 mai où on ne vient pas vous parler de la barbarie nazie et de la Deuxième Guerre mondiale. Un 11 novembre où on ne vient pas parler de l'horreur des tranchées. C'est pas possible. Tous les ans, il y a même des discours qui sont fournis en main aux maires pour les lire dans les 36 000 communes de France pour dire voilà, il faut se souvenir de ce qui a été la Première Guerre mondiale et il y a le message officiel. Puis le maire, il peut en faire un peu plus, un peu moins, il fait ce qu'il veut, mais il y a ça. Le 14 juillet, pas un mot sur la Bastille. Et à la fois j'en ai été surpris et tout de suite j'ai compris. J'ai compris. C'est leur péché originel. C'est la tâche, vous savez, comme quand on est, il y a la tâche originelle de la République française, de la République bourgeoise, c'est ce soulèvement populaire du 14 juillet. La première fois que massivement le peuple entre sur la scène de l'histoire et vient renverser l'histoire en même temps qu'il renverse la Bastille. Et eux, évidemment, ils veulent bien la République, mais ils veulent une République sans passion et sans révolution. Ils veulent une République molle et apaisée. Ils veulent une République qui oublie que, des fois, le peuple a envie de se mettre de la partie. Ils veulent, vous regardez comment fonctionne... Ah ça y est, c'est parti dans la digression, alors là on n'est pas sorti. Regardez comment fonctionne l'Assemblée nationale. Tout est fait pour que jamais le peuple n'intervienne. Jamais. Il y a évidemment des tas de services de sécurité à l'entrée, vous avez des cars de police, dès qu'une manifestation de 3 personnes est annoncée, vous avez 30 cars de police devant, vous avez des huissiers dans tous les sens. Si vous êtes dans les tribunes et que vous dites « Oh non !» tout de suite un huissier vient vous sanctionner, vous rappeler à l'ordre parce qu'il n'y a pas le droit de dire un mot depuis les tribunes. La Révolution française, ça a été quoi? Ça a été ce temps, au contraire, dans un cénacle qui était quand même largement bourgeois, qui était l'Assemblée aussi à ce moment-là, eh bien, il y a eu des poussées populaires qui ont fait que des représentants du peuple sont arrivés à l'intérieur de l'Assemblée nationale, ont surgi là et sont venus apporter des nouvelles de ce qui se passait un peu partout en France. Ou bien de ce qui se passait à Paris, et de trouver que le prix du pain était trop élevé, et que ça pouvait plus continuer comme ça. Alors les bourgeois de l'Assemblée nationale, je ne suis pas contre les bourgeois, je pense qu'il faut une alliance des classes populaires, de la classe intermédiaire, mais dans les classes intermédiaires à l'Assemblée nationale, les avocats et tout ça, ils disent « Oh, ils viennent bien nous embêter », mais la Révolution française, elle a avancé, parce qu'il y avait des coups d'aiguillon qui étaient filés par le peuple aux avocats qui se trouvaient à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, cette mémoire-là, il leur faut l'oublier.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, puisque tant pis, en 1880, au début de la Troisième République, ils ont décidé quand même, leurs ancêtres, de faire que la fête nationale, ça soit le 14 juillet, ils sont bien obligés de faire un truc ce jour-là. Mais en même temps, on en fait le moins possible. On fait un truc qui est le plus consensuel, le plus lisse, le plus mou possible. Alors, il y a des balles, et j'aime bien les balles. Il y a des flonflons, et j'aime bien les flonflons. Et je suis fan de feux d'artifice, même si ça pollue. Mais bon. Mais tout ça très bien. Mais à un moment, il y a eu un truc qui s'est passé. Alors, je peux vous lire un extrait du 14 juillet que je vous recommande. Je ne sais pas si Philippe l'a sur sa table de libraire là-bas, mais il y a un bouquin d'Éric Vuillard qui s'appelle tout simplement 14 juillet, et il écrit ça. Ce jour-là, à la Bastille, il y a Adam, né en Côte d'Or. Il y a Omassip, marchand de bestiaux, né à Saint-Front-de-Périgueux. Il y a Béchamp, cordonnier, Bersin, ouvrier du tabac, Berthelier, journalier venu du Jura, Bezou, dont on ne sait rien, Bizot, charpentier. Ah, on éprouve un curieux sentiment de bien-être, une sorte de bonheur qu'on ne connaissait pas. La foule se rue au pied de la citadelle. On passe le petit pont et on se carre un instant derrière les chaînes brisées pour reprendre son souffle. Et tout à coup, les tirs reprennent. On court de toutes parts. Un garde française tombe et sans réfléchir, Rousseau cueille son fusil. Le canon est chaud. Voilà les fonds baptismaux de la République française. Voilà le moment fondateur de notre nation moderne. Et évidemment, qui a porté donc le mètre, le kilomètre, le gramme, qui a porté le suffrage universel ensuite, qui a porté tout ça. Mais on veut nous faire oublier que c'est par un soulèvement populaire que tout cela est né. Un truc qui m'amuse, c'est que j'ai commencé mon discours, vous voyez, en citant Fifi, en citant Flo, en citant Fabien et ainsi de suite. Et finalement, l'énonciation d'Éric Vuillard sur son 14 juillet, c'est la même. Et c'est les mêmes hommes, c'est vous, qu'on veut faire oublier de l'histoire. Pour que l'histoire ne soit faite que par quelques grands hommes en haut qui auraient un moment les grands discours. Non, à un moment, si vous ne faites pas l'histoire, elle ne se fera pas. Moi, on me demande aujourd'hui... Ça y est, c'est parti. On me demande de commenter le discours de Macron. D'abord, j'ai pas regardé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis désolé. C'est même pas, vous voyez... C'est même pas, on va dire, de la haine. Mais non, c'est même pas de la haine. C'est même, je vais vous dire, même avant d'être en politique, je détestais ça. Le journalisme qui vient s'intéresser aux grands discours des grands hommes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et à un moment, moi, c'est vrai que je suis rentré là-dedans, je savais que c'était l'inverse. Ça fait 20 ans que je fais du journalisme, ça fait 20 ans, vous allez avoir des assistantes maternelles, des gens qui étaient en contrat de solidarité. Moi, j'en ai rencontré qui étaient à la blanchisserie de l'hôpital d'Amiens, et ainsi de suite. Ça fait 20 ans que je les rencontre, et je sais depuis 20 ans que c'est ceux-là que je veux voir prendre un peu de pouvoir, c'est ceux-là que je veux voir prendre confiance en eux et dans leur force. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura rien. Et c'est pas du tout dans mes notes, tout ça. Mais... Même si à un moment, vous avez un bon gars, un mec vraiment de gauche, vraiment progressiste, vraiment écologiste, qui se retrouve à l'Élysée, même si vous avez derrière un gouvernement avec les bons ministres et tout ça, si le peuple il pousse pas à ce moment-là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous savez, parce qu'en face, ils continueront à pousser. La Banque Centrale Européenne, les médias de Bernard Arnault, les Échos, le Parisien, le BFM, tous, la Commission Européenne, le MEDEF, tous ils viendront répéter tous les matins que les gens qui sont au gouvernement ce sont des fous, que les mesures qu'ils prennent ce sont des Khmers verts et ainsi de suite. Ils le répéteront en boucle, ils sortiront des sondages là-dessus. Si en face il n'y a pas une immense pression populaire à ce moment-là, il n'y aura rien qui se passera. Tout comme le Front populaire n'aurait rien été si il n'y avait pas eu des occupations massives d'usines. Alors évidemment, c'est pas dans mes notes tout ça. Il va falloir que je revienne sur mes pieds à un moment quand même, mais bon. Non, mais... D'accord, bon, mais... Alors, est-ce que vous voulez une page d'histoire? Parce qu'on a fait venir une guide... alors j'ai fait vaguement la page d'histoire. On a une guide qui travaille à Paris, qui peut vous raconter brièvement ce qui a été le 14 juillet à Paris. Ça vous va? Allez, on y va. Aurore. Alors, Aurore Juvenel... Comme ça, pendant ce temps-là, j'ai le temps de reprendre mes notes, me dire, tiens, je vais retomber là. Alors, elle revisite l'histoire à travers des prismes inattendus, tantôt féministes, tantôt morbides, tantôt torrides, tantôt sociales. L'histoire qu'Aurore nous raconte est celle des petites histoires à travers lesquelles les époques prennent vie.
Elle est également bénévole à Fakir et pilote depuis quelques mois maintenant les podcasts du journal Fakir. Merci d'accueillir Aurore Juvenel, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Bon, c'est super. Alors, on m'a demandé de faire bref sur l'histoire de la prise de la Bastille. Je voulais dire, bon, là il est 16h. Le mardi 14 juillet 1789, là, à cette heure-là, 16h précise, la Bastille était prise. C'était le moment, il s'était rendu, quoi. Donc on va fêter ça. Alors, je vais essayer de faire bref. La première question, c'est déjà pourquoi les Parisiens se révoltent le 14 juillet 1789. La raison pour laquelle Paris bascule dans la révolte, c'est déjà que le 11 juillet, quelques jours plus tôt, le roi Louis XVI a décidé de renvoyer Necker. Necker, c'était le ministre des Finances et qui était, paradoxalement, très aimé, très apprécié par le peuple. Le peuple le considérait comme un allié, hein, et parce qu'il pensait qu'il était celui qui pouvait empêcher que le prix du pain augmente encore. Parce que le prix du pain n'arrêtait pas d'augmenter. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à ce moment-là, le peuple de Paris, mais en fait le peuple de toute la France a faim. Il a faim pourquoi? Parce qu'il ploie sous l'impôt et que le prix du pain augmente toujours. Et pourquoi ce prix augmente? Il y a deux raisons fondamentales. D'abord, c'est que depuis plusieurs années, il y a des récoltes qui sont extrêmement mauvaises et donc du coup le grain est cher, et, enfin, il est rare. Et puis surtout, il y a les spéculateurs, oui c'est pas nouveau, les spéculateurs qui vont accaparer le grain, le soustraire au marché, de sorte que sur le marché il n'y avait plus de grain, donc ce qui est rare et cher, c'est une règle très bien connue, et donc du coup ça a affamé tout bonnement la population. Donc vous imaginez que quand le peuple apprend que Necker, qui était leur dernier espoir, qui était le dernier rempart contre les accapareurs, il est viré, leur espoir s'effondre tout simplement, sachant que dans le même temps, le roi qui est mis en échec, en difficulté aux États généraux, il a décidé d'envoyer les troupes sur Paris. Il envoie 20 à 30 000 hommes sur le champ de Mars, fin juin. Alors imaginez le message. C'est des régiments des troupes royales françaises, mais également étrangères pour éviter que ça fraternise. Et tous les gens qui habitent du côté de la Bastille, quartier Saint-Antoine, ils observent depuis plusieurs jours que la Bastille devient un dépôt de munitions. Hein. Donc il y a quand même anguille sous roche, d'autant que quelques mois plus tôt, il y a eu une répression très forte d'une émeute. Il y avait plein d'émeutes dans toute la France à ce moment-là, qui a fait 300 morts et 1000 blessés. Donc les habitants du quartier, ils sont au courant de ça. Hein. Bon, la Bastille, je vais faire court, on le sait tous. Hein. Prison, symbole de l'arbitraire, lettre de cachet, c'est-à-dire que le roi décide quand il veut de faire emprisonner des gens, et puis ils sortiront quand le roi l'aura décidé. Également, mise au secret, alors c'est pas le cas pour tout, j'allais dire pour tous les invités, non pour tous les prisonniers, c'est-à-dire que personne ne sait, même pas la famille, que la personne est arrêtée, on ne sait pas où elle est, on ne peut pas parler avec elle, ni même d'ailleurs les geôliers ne peuvent pas parler, enfin c'est vraiment quelque chose de très important. Et une chose qu'on ignore par contre, alors la Bastille était extrêmement connue parce que des gens comme Latude ou Linguet, qui avaient été prisonniers, ont écrit des romans, des autobiographies, qui ont fait des best-sellers traduits dans plein de langues étrangères, où ils racontaient toutes les horreurs ignominieuses qui se passaient à la Bastille. Paradoxalement, la Bastille, c'était une des prisons où on était le mieux traité en réalité. Et qui d'ailleurs, au moment de sa libération, le 14 juillet, il y avait 7 prisonniers dedans qui étaient en train d'être enlevés parce que il était prévu de démolir la Bastille. Bon, c'était déjà en fait un symbole complètement dépassé. Donc imaginez la chose. Bref, on se retrouve le 12 juillet. Louis XVI, le peuple à Paris apprend le renvoi de Necker. Ça suscite une émotion absolument extraordinaire. Et là, une agitation populaire, du coup, on va incendier 40 barrières d'octroi sur 54 qui entourent Paris. On va faire une manifestation, un cortège de 6000 personnes avec des bustes de Necker qui vont finalement être chargés par les troupes dans le jardin des Tuileries. Va y avoir des armures rippillées, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? La bourgeoisie tente un petit peu d'organiser, de gérer le chaos. Ils vont aller à l'hôtel de ville et créer un comité permanent. Donc ils voulaient gérer vaguement tout ça. Ils vont créer une milice qui s'appelle la milice bourgeoise et qui va dire qu'il faut aller chercher des armes. Alors je fais court, évidemment, il faudrait beaucoup plus élaborer. Le soir, ils vont très officiellement aux Invalides, où on sait qu'il y a 30 000 fusils, demander très officiellement qu'on leur donne les fusils.
alors c'est repoussé au lendemain parce qu'il faut demander à Versailles. Enfin, toujours est-il que le lendemain matin, les gens vont se servir, c'est une cohue indescriptible, il y a des descriptions folles où les gens meurent étouffés tellement ils sont nombreux à vouloir se jeter sur les fusils. Mais les gens avaient peur, c'est ça en fait la chose qu'il faut comprendre de ce soulèvement-là. C'est que s'ils prennent les armes, c'est pour se protéger parce qu'ils sont certains qu'ils vont se faire massacrer. C'est ça hein, vraiment l'idée. Bref, les soldats là ne tirent pas sur la foule. Et c'est ça un des enseignements fondamentaux du 14 juillet. Et en quoi ça fait une révolution, c'est-à-dire que l'armée, à plein de moments, a refusé de tirer sur la foule. C'est ça qui se passe. Donc après, bon, ils ont plein d'armes, tout ça, ils ont 30 000 fusils, ils sont très contents, ils prennent même des canons, sauf qu'ils n'ont pas de munitions. Et alors, où est-ce qu'on va les chercher, les munitions? Je n'ai pas bien entendu. Voilà. Bon, effectivement, donc tout ce beau monde va à la Bastille, hein, mais à la Bastille, il y avait déjà des gens, tous les gens du quartier. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que qui c'était cette foule? Justement, Vuillard en parle dans son livre. Ben, cette foule, c'était pas des grands bourgeois, alors, il y en avait peut-être un peu, mais c'était des artisans, c'était des couturières, il y avait plein de couturières, il y avait des cultivateurs, il y avait des charpentiers, il y avait des chômeurs, il y avait même un prof de musique, il y avait des loueuses de chaises, enfin vous voyez, c'est des métiers qui n'ont pas laissé de grandes traces dans l'histoire. Et bref, et donc ce sont ces gens-là qui sont là, d'accord? Et à 10h30, alors, au départ, si vous voulez, il y a la fameuse délégation du comité permanent qui essaye d'aller négocier avec le gouverneur de Launay, le gouverneur de la Bastille, qui accepte de retirer les canons. Mais quand la deuxième délégation arrive, en fait, il n'est plus question de canons, il est question de laisser rentrer la population à l'intérieur de la Bastille et de ne pas tirer dessus s'ils veulent rentrer. Puis après, alors, la troisième, la quatrième délégation, ça va être tout un bazar parce que finalement, la délégation bourgeoise, ça va être complètement dépassée par le mouvement populaire. Hein, et puis finalement, elle va surtout essayer de ne pas en être exclue, hein, la morale de l'histoire, mais au départ, c'est ça. Et alors, la configuration est la suivante. Donc là, en gros, il est 11h, 11h30 du matin. Hein, et on n'est pas directement dans la forteresse de la Bastille. En fait, il y a deux cours qui séparent l'entrée de la forteresse. La foule, là, le peuple, se retrouve dans la première cour. Sauf qu'il y a un grand mur avec un pont-levis qui permettrait, si c'était ouvert, d'accéder à la deuxième cour, qui, elle, serait séparée de la forteresse par un grand fossé et un grand pont-levis. D'accord? Bon, déjà, ils sont dans la première cour. Au bout d'un temps assez long, c'est-à-dire vers 13h, 13h30, on a un certain Tournai. Mais j'ai lu aussi d'autres noms, bon bah ça c'est le problème des archives. Bref, ils réussissent à escalader, alors il y a plusieurs versions, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont escaladé, qu'ils sont passés de l'autre côté. Et qu'ils avaient des masses, hein, et ils avaient une hache. Et là qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils coupent l'échelle du pont-levis, et le pont-levis, le petit pont-levis, il tombe. Donc là la foule se rue dans la deuxième cour, mais eh ben, là ils étaient complètement enfermés. Et là, il y a mitraille. Et les 100 morts, en gros il y a eu une centaine de morts à la Bastille, il se passe là. Hein. Et ce qui va déterminer finalement la victoire, c'est que des gardes françaises arrivent avec des canons qui ont été pris aux Invalides. Hein, avec 2 canons, ils vont braquer l'entrée de la forteresse. Et alors là, alors il faut savoir que les Invalides c'était gardé par 80 Invalides. La Bastille était gardée par 80 Invalides. C'est-à-dire des vrais Invalides de guerre, quoi. Ouais, vraiment. Et qui, eux, en fait, n'avaient pas spécialement vraiment très envie de tirer sur la foule, c'est bien ça. Et ben, du coup, à un moment donné, ils sont enfermés dans cette cour, on va pas faire un massacre. Et du coup, ils ont refusé, et bon an, mal an, c'est comme ça que, à 16h, la Bastille a capitulé. Hein. Alors, c'est plus compliqué parce qu'il y a une histoire qui raconte aussi que Delaunay, vu qu'il y avait 250 barils de poudre, eh ben, il a voulu se faire sauter avec, mais alors du coup, en fait, on lui a fait changer d'avis. Et puis, une fois que la foule est rentrée, voilà, là, je vous passe les détails, ça a été légèrement tendu pour le gouverneur Delaunay. On va s'arrêter là, mais en tout cas, c'est un siège, c'est comme un siège d'un château médiéval, parce que de toute façon, la Bastille était un château médiéval. Hein. Donc c'est vraiment un symbole de la féodalité qui tombe, et c'est un des enseignements essentiels, et c'est une des principales informations qui fait qu'on bascule dans la Révolution à ce moment-là. Hein. Parce que, je vous dis, la Bastille, en fait, tout le monde s'en fichait en réalité. Ça n'avait plus aucune utilité, elle était symbolique. L'information essentielle aussi, c'est que l'armée n'est pas intervenue. Aucune armée n'est venue aider la Bastille à se sortir de la panade où elle se trouvait. Donc finalement, il y avait quelque chose qui était déjà mort à ce moment-là. Hein. L'autre point
point qui est absolument essentiel, c'est que cette prise de la Bastille, elle va donner lieu par la suite à ce qu'on a appelé la Grande Peur. C'est-à-dire que pendant tout l'été, eh bien, les paysans, c'est-à-dire c'est pas une population urbaine, hein, les paysans vont aller dans les campagnes, dans les châteaux, ils vont détruire les châteaux, ils vont détruire les archives. Donc bah là, en fait, en gros, les seigneurs, bah, ils n'avaient même plus d'acte de propriété, ça ne voulait plus rien dire. Hein. Donc là, c'est plus une destruction symbolique de la féodalité, c'est une destruction très concrète. Hein. Et suite à quoi, eh ben, à l'Assemblée, va être votée le 4 août l'abolition des privilèges. C'est-à-dire que les députés et les aristocrates en premier ont voté cette abolition des privilèges parce qu'ils avaient peur. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un rapport de force. Vraiment. Et dernière chose, avant de laisser le micro, c'est que bah, le roi, parce que c'est aussi symbole de la défaite, le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Louis XVI, lui qui tentait finalement un coup de force, en envoyant Necker, en envoyant les troupes, et ben il va venir à Paris le 16 ou le 17 juillet, puis il va venir prendre sa cocarde, hein, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il va faire. En fait, il vient montrer sa soumission et sa défaite, et qu'aura un écho international absolument colossal. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, ils ont décidé de détruire la Bastille, et cette démolition qui a duré jusqu'en février 1790, eh ben, elle a donné du boulot à 1000 ouvriers qui étaient au chômage justement dans le quartier Bastille. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Le faire en Picardie, ça a du sens. C'est mon chauvinisme picard, hein. Mais c'est pas grave. Mais faut voir ce que la Picardie a donné à la Révolution française. Dans les grands hommes, on a donné Saint-Just, on a donné Camille Desmoulins. Tu l'as cité, Camille Desmoulins, il me semble, Aurore. Non, parce que c'est un personnage qui, moi, auquel je suis particulièrement attaché. Le gars, journaliste, bègue en plus, qui, sur une chaise, tout seul, va aller dire attention, on va être attaqué le 12 juillet. C'est quelqu'un à qui je m'identifie quand même assez facilement. Mais on a donné donc Camille Desmoulins, Saint-Just, Robespierre, et jusqu'à Gracchus Babeuf, c'est-à-dire celui que Jaurès a appelé le premier émancipateur du prolétariat. Voilà, c'est-à-dire la montagne, ça a été pour beaucoup la Picardie. Alors, mon camarade Emmanuel Todd explique ça. Ça y est, c'est parti dans une digression, mais c'est pas grave. Que dans nos régions, on donne les fermes, par exemple, elles sont réparties à égalité entre tous les fils. Eh ouais, seulement entre les mâles. Mais depuis longtemps. Tandis qu'il y a des régions, c'est le fils aîné qui ramasse tout. Et dans ces régions-là, il y a un fond inégalitaire ancré, puisque l'aîné ramasse tout et la suite se démerde. Tandis que dans notre coin, on serait dans le cœur des systèmes familiaux égalitaires, qui fait que là, on répartit de manière égalitaire, donc il y a un grand sentiment de désir d'égalité, et je crois en particulier dans notre région, et je crois qu'en fait, si la République est blessée, qu'elle se sent blessée depuis 30 ans, et en particulier dans notre coin, avec les dégâts politiques que ça peut faire, c'est parce que l'égalité qui est au cœur du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, cette liberté-là, on la sent blessée, on la sent mutilée à tous les moments. On se sent devant une égalité devant les impôts, on se sent dans une égalité devant l'hôpital et ainsi de suite, et je pense que ça blesse le cœur des habitants de notre coin. Donc voilà, et par ailleurs, quand on lit des bouquins sur la voie paysanne dans la Révolution française, ouais, je suis un passionné de la Révolution, donc quand on lit des bouquins sur la voie paysanne dans la Révolution française, on voit l'activité des paysans du coin pour arracher les bouts pour avoir une répartition plus égalitaire des terres et tout ça. Sachant que Babeuf, lui, avait prôné la mise en commun des terres complètement, quoi. Il voulait abolir la propriété privée des terres. Donc, il y a eu un grand mouvement picard. C'est pour ça que si jamais on fait cette fête aujourd'hui, la fête des 1000 Bastilles, si jamais on la refait l'année prochaine, on va voir avec l'équipe, mais si on la refait dans 2 ans, si on l'installe comme un événement, pour moi, ça a du sens de le faire en Picardie. Ça, c'est pour le passé. Mais c'est à la lumière, où c'est sur le brasier du passé qu'on peut rallumer des feux pour l'avenir. Et ça, si vous regardez, pourquoi ils ont peur de ce moment-là? Pourquoi ils ne veulent pas s'en souvenir, y compris le 14 juillet? Vous connaissez la disparition de Georges Perec? C'est un ouvrage qu'écrit Georges Perec, où il fait un livre entier sans utiliser la lettre E. Vous voyez? Quand on fête le 14 juillet, sans prononcer 1789, sans prononcer Révolution, sans prononcer Bastille, c'est presque de l'ordre de l'exercice littéraire avec contrainte. Ça s'appelle un lipogramme, le fait d'oublier des lettres ou des mots comme ça. On a l'impression d'un lipogramme effectué tous les ans où on cherche à oublier ces mots-là. Ça n'est pas un hasard. C'est parce que ce trou dans leur mémoire, ce trou dans leur mémoire volontaire, c'est un trou qui fait encore peur. Et il suffit de voir, il y en a des gilets jaunes. Quelle est la page de notre histoire qui, dès que les gilets jaunes se sont soulevés, est revenue à leur mémoire?
C'est la Révolution française. Vous regardiez ce qu'il y avait marqué sur les chasubles, c'est 1789 n'est pas fini, nous sommes les sans-culottes. Et qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? À remplir des cahiers de doléances qu'ils allaient apporter à Paris le samedi, réclamant des états généraux qui se sont tenus dans un certain nombre de communes, à Commentry, à Saint-Nazaire et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ce fond-là, en fait, cette Révolution française, elle n'est pas morte, elle reste allumée. Et ils le savent, les dominants. C'est pour ça qu'il leur faut faire taire ce souvenir. C'est pour ça que nous, on a entre autres comme devoir, on a des devoirs au présent, et on a des devoirs aussi de le maintenir vivant, de le transmettre à nos enfants, de transmettre que c'est là-dessus que la révolution, l'Europe, ça y est, c'est parti. L'Europe, qu'est-ce que c'est ces dates fondatrices? Ce sont des traités signés de commerce, signés entre les puissants. Voilà ce que sont les traités. Alors, on peut dire que ce sont des traités de paix quand on échange sur le charbon et sur l'acier. N'empêche que c'est pas très bandant quand même. Voilà, ça se passe au loin, ils signent des traités entre eux, dans des petits coins, et le peuple il n'est pas au courant, et puis même le peuple il peut être contre, et ça reste valable. Qu'est-ce que c'est que nos dates fondatrices? C'est le 14 juillet 1789, c'est-à-dire l'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. Ça, ne l'abandonnons pas. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on fasse cette fête aujourd'hui. Jean me dit, essaye avec ça, mais je pense que c'est dans un espoir un peu vain, qui est le même que ceux de mes camarades de commission des affaires économiques et des affaires sociales, qui me reprochent de crier tout le temps. Bon. Et je leur ai conseillé de porter des boules caisses, je leur en ai même offert. Bon. La passion. Hein, oui, c'est la passion, puis j'ai pas appris à causer dans leur salon. La Révolution française, elle n'est pas morte parce que je crois que nous avons des nouveaux seigneurs. Vous avez les seigneurs de l'époque qui ne voulaient pas payer la gabelle, mais à quelques kilomètres d'ici, vous avez Amazon. À 4-5 kilomètres à vol d'oiseau, c'est juste à la sortie, là. Vous avez un entrepôt Amazon. Amazon fait tout pour ne pas payer d'impôts, et même la TVA ne la paye pas. Voilà, on est comme au temps des nouveaux seigneurs, comme au temps féodaux, vous savez, et je pense, Aurore le signalait, mais la Révolution française, elle est née d'une nécessité de réforme fiscale. Qui peut penser qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de réforme fiscale quand les principaux impôts qu'on met, genre la TVA, ce sont des impôts qui pèsent plus sur les pauvres que sur les riches? Quand les taxes qu'on imagine de faire entrer, genre la taxe carbone et puis tout ça, ce sont des impôts qui proportionnellement vont poser plus dans le portefeuille des pauvres qu'en dans le portefeuille des riches. Et quand les impôts les plus justes, qui sont l'impôt sur les sociétés, qui sont l'impôt de solidarité sur la fortune ou l'impôt sur les revenus, sont des impôts qu'on fait diminuer depuis 30 ans. Donc l'injustice fiscale, aujourd'hui, elle est ressentie comme telle. Mais après, bon, après dans ma liste de nouveaux seigneurs, il y a les nouveaux seigneurs de la pharmacie, évidemment, Sanofi, qui même quand il fait des morts et est invité par l'État à contribuer à un fonds de cotisation, refuse de contribuer. Quand il est condamné dans l'affaire de la Dépakine, refuse de payer en première instance, fait appel en deuxième instance. Quand il perd en appel, il se pourvoit en cassation et ainsi de suite. On est de l'ordre de l'indécence. Mais il se croit tout permis. Il se croit tout permis. Alors, on a... j'ai le dernier classement de Challenge, tiens. Vous savez que j'aime bien ça. C'est quand même vachement parlant. Donc c'est le classement qui vient de sortir. On pourrait se faire du souci pour eux avec la crise du coronavirus, mais Challenge nous rassure. Malgré la crise économique provoquée par le confinement, le patrimoine des 500 premières fortunes de France ne s'est pas effondré. Au contraire, à 730 milliards, il n'a jamais été aussi élevé. Au total, nos 500 ont largement accru leur poids dans l'économie. Hein? Pardon. Il y a Bernard Arnault qui va intervenir. Il pèse l'équivalent, ces 500 fortunes pèsent l'équivalent du tiers du PIB cette année, et 10 fois plus que ce qu'il pesait en 1996, lors de la première édition de palmarès. Il faut dire l'importance de ces petits chiffres que je vais te citer. Vous savez, je devais distribuer un journal de députés qui n'a pas été possible là, mais je mettais un post-it en deuxième page. C'est un truc que tout le monde devrait coller sur son frigo. Il y a donc, en 1996, il y a 24 ans, les 500 premières fortunes pesaient 3% du PIB. À l'arrivée de Macron, c'est 25%. Et aujourd'hui, on est à 33% du PIB. Je veux dire, c'est le truc qu'on devrait tous avoir sur notre frigo pour le faire savoir autour de nous, pour se tenir informés. Je veux dire, quand il prévoit, au nom de la justice et de l'égalité, de revoir le système des retraites. Mais qui commence par ça?
qui commence par ça. Chaque fois qu'il nous parle d'une réforme, du chômage et ainsi de suite, qu'il commence par ça. Comment on peut entendre qu'ils viennent gratter 1 euro dans notre poche quand on voit les centaines de milliards qu'ils se mettent dans la leur tous les ans? Donc voilà, je vous recommande, je vais vous le faire le post-it, mais mettez ça en post-it sur votre frigo, parce que c'est le combat qu'on a à mener en permanence. Vous savez, quand on va chez Whirlpool et ainsi de suite, on se retrouve avec des gens qui disent oui, regardez les assistés, ou regardez les réfugiés et ainsi de suite. Et si vous leur mettez ça devant les yeux, voilà où il part le pognon, voilà le pognon qu'on doit récupérer. Bon, allez. Alors, il y en a qui me disent oui, mais si vous parlez des grandes fortunes comme ça, elles vont partir. J'ai peur. Vous voyez, à un moment, je pense qu'on disait la même chose au moment de la Révolution française. Regardez, si jamais tous les aristocrates ils partent, eh ben, il n'y aura plus de travail pour le tailleur, il n'y aura plus de travail pour tous les gens qui travaillent dans le luxe. Je signale par ailleurs qu'une autre révélation du classement de Challenge, c'est les 5 premières fortunes françaises aujourd'hui, c'est 5 qui se sont fait leur fortune dans le luxe. Ça dit quelque chose sur notre société. Quand aujourd'hui on fait fortune sur des produits qui vont ne concerner qu'une minorité qui est en aptitude d'acheter ça. Bon, mais donc le crainte qu'ils partent, au moment de la Révolution française, on a dit pareil. Enfin, ils ont dit voilà, s'ils partent, on est dans la merde. Ben, ils sont partis. Ils sont partis à Coblence, d'accord? Et il ne me semble pas que la France se soit moins bien portée que pour ça. À un moment, oui, j'ai envie de dire qu'ils partent. Et on verra bien. Je ne pense pas qu'ils partiront. Parce qu'il y a quand même encore pas mal de fric à se faire dans notre pays. Qui reste, du coup. Mais enfin, en tout cas, on ne doit pas s'installer dans une relation de dépendance à leur égard. Bon. Maintenant, vous savez, il y a autre chose. C'est le dernier mot que je dirai. Pourquoi on est là? Je pense qu'on est là pour se donner du courage. Le fait d'être un certain nombre ici, ça nous donne du courage. Quand on se retrouve tout seul, et qu'on soit député, qu'on ne soit pas député, le matin, enfiler ses chaussettes, et qu'on se dit qu'il va falloir repartir, soit face à nos chefs, à l'hôpital, ou je sais pas trop quoi, ou dans sa boîte, ou à l'Assemblée, n'importe où que ça soit, qu'il faut se redonner du courage, se remonter le moral pour repartir pour sa journée, c'est pas facile. Et on sent que la principale bataille qu'on a à mener, c'est une bataille contre la résignation. C'est une bataille qui peut geler les cœurs dans le pays. Et qui peut geler notre propre cœur aussi. Et être contaminé par un truc de bon, bah, foutu pour foutu, de toute façon, je vais mener ma vie et puis c'est tout, quoi. Il peut y avoir ça. Et je pense que de se retrouver un certain nombre comme ça, dans le courant de l'été, c'est un truc qui peut contribuer à nous redonner du courage et à faire de se dire que les batailles sont pas perdues, il y a que les batailles qui sont pas menées qui sont perdues d'avance. Donc j'espère qu'on va mener un certain nombre de batailles à la rentrée contre... Et vous savez, dernier truc. Non, je veux dire, il est évident qu'on se sent faible, qu'on se sent fragile. Il y a la Bastille. Eux, ils ont des citadelles en permanence. Le MEDEF, c'est une citadelle. La Banque Centrale Européenne, c'est une citadelle. La Banque de France, c'est une citadelle. L'Empire Arnaud, c'est une citadelle. Ils ont des centaines de milliards pour mener leur guerre des idées, leur guerre des images, leur guerre des mots. Ils ont la police éventuellement pour ça. Ils ont tout ça, d'accord? Ils ont ces citadelles. Et nous, on sait qu'en face, on est bien fragile. On est des petits grains de sable. Bon, maintenant, je voudrais vous donner du courage avec 2 petits trucs. Ma petite histoire là de Bernard Arnault qui mobilise tous les services de police contre moi. C'était il y a un paquet d'années maintenant, hein. Mais ça dit quelque chose de leur fragilité à eux. Et il faut regarder aussi, inverser le regard et regarder que nous, oui, le matin quand on enfile les chaussettes et puis même peut-être dans le courant de la journée, on peut se sentir fragile et être découragé, tout ça, mais en face, il peut y avoir du doute qui s'installe derrière leur puissance et ça peut venir vite. Les gilets jaunes, j'ai eu des échos d'un certain nombre de préfets qui, au moment où s'est intervenue l'affaire des gilets jaunes, se disaient, mais là, d'ailleurs Macron, qui est prêt à passer par les égouts en hélicoptère pour fuir le palais de l'Élysée quand même, alors qu'il n'y avait pas des millions de personnes dans la rue, mais les préfets qui étaient inquiets, qui se disaient, mais là, est-ce que ça va pas bouleverser l'ordre? Et pourtant, je le redis, c'était pas des millions de personnes qu'il y avait dans la rue. Donc c'est pour dire que il suffit peut-être pas de grand chose, que les grains de sable qu'on est. Grain de sable, ça disait scrupulus en latin, les scrupules. Les scrupules qu'on doit représenter dans leur conscience, ils peuvent peut-être peser dans la suite de notre histoire. Voilà, je vous remercie. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Alors Martine est assistante de vie sociale à Abbeville. Martine a travaillé pendant le confinement
Et Martine n'a pas touché de prime Covid. Martine Huet a réalisé des blouses avec d'autres couturières pendant le confinement afin de pallier le manque de l'État et fournir le CHU d'Abbeville. Martine Huet. Géraldine, est-ce qu'elle est là, Géraldine? Géraldine, agente d'entretien pour Honnête. Géraldine a bossé le temps de la crise sanitaire à l'hôpital et elle n'a pas reçu de prime. Alors, il y a aussi Anne Dequesne. Je vais dire deux, trois trucs encore, hein, vous n'avez pas fini avec moi. De toute façon, vous n'en avez pas fini avec moi, je vous préviens. La préfecture m'a appelé et m'ont dit voilà, que conformément aux ordres du président de la République, en gros, non, ils m'ont pas appelé, ils m'ont envoyé SMS. Mais j'ai eu très bon rapport avec la préfecture par ailleurs, donc c'est pas vraiment une mise en cause, mais. Ils m'ont. Enfin, plutôt bon. Et donc, ils m'ont dit voilà, est-ce que vous auriez des noms à avancer de gens à mettre à l'honneur pour le 14 juillet. Ils ont dû faire ça partout. J'aurais dit oui, j'en ai, mais franchement, je vais vous donner Géraldine, Martine, Anne, mais elles n'ont pas reçu la prime Covid. Comment vous allez mettre à l'honneur ces personnes-là le 14 juillet, des personnes à qui vous n'avez même pas remis? Donc je me suis dit, bon bah, on va continuer le 14 juillet de réclamer pour tout le monde la prime Covid. Moi, la prime Covid, c'est pas mon truc. La prime Covid, c'est pas mon truc. Je trouve qu'en franchement, filer des primes comme ça, comme la prime Gilets jaunes et tout ça, ça fait un peu manager de chez McDo qui met en valeur l'employé du mois, quoi. Moi, je suis pour une vraie revalorisation des salaires et une vraie revalorisation de ces métiers. Mais maintenant, puisqu'ils ont décidé d'en passer par la prime Covid, qu'au moins ça soit une prime Covid égalitaire et pas une prime qui fasse le tri. Donc on remet la médaille, en fait je vais vous dire toute la vérité, la médaille que j'ai dans la poche, normalement on l'a fait faire à Rouen, mais apparemment entre la Normandie et la Picardie il y a des problèmes de communication, on l'aurait fait faire en Chine, ça aurait été peut-être plus vite, et donc la médaille ça doit être une médaille de Décathlon où il n'y a rien dessus, quoi, hein, d'accord? Mais sur le principe, on remet la médaille Sandrine de l'utilité commune. Alors qu'est-ce que c'est? Vous connaissez la fleur? Oui. Ah merde. La fleur, donc, qui est Schcabotan, c'est le héros qui met des coups de pied au cul des bourgeois, qui est un personnage du théâtre Picard et qui est né de la Révolution française. Donc, la fleur, sa devise, c'est bien boire, bien manger et ne rien faire. Bien boire, bien manger et rien faire, d'accord? Heureusement, hop, bon la fleur là. Heureusement, il y a Sandrine qui tient le baraque. Parce que s'il n'y avait pas Sandrine qui tenait le baraque, ça serait ce bordel. Bah, c'est pareil dans ce pays, hein. S'il n'y avait pas chez Sandrine pour tenir le baraque, le péril, il était bien un péril, quoi. Donc voilà, on remet, pendant que les laffeurs ils vont picoler au bistrot, on leur remet les médailles Sandrine de l'utilité commune. Donc c'est moi qui commence pour Martine, mais donc c'est pour toutes les auxiliaires de vie sociale qui ont bossé. Donc elle est à Abbeville, mais Annie et Sylvie sont dans le Vimeux. Tu es à Abbeville aussi, bon voilà. Je vous donne la parole, vas-y. Je remercie, je suis très émue de recevoir aujourd'hui cette médaille, Sandrine, au nom de toutes les auxiliaires de vie, les aides à domicile, pour le travail qu'on a fait pendant ce Covid. Et je remercie François surtout de nous faire reconnaître notre métier et notre statut aussi. Et on demande une revalorisation de salaire plutôt qu'une prime Covid. Merci beaucoup à François parce que nous, on se bat avec mes collègues depuis 4 ans déjà avant que François soit député. On l'a rencontré justement parce que c'est le seul à nous faire témoigner, c'est le seul à nous porter. C'est vrai que nous, les auxiliaires de vie, on est un peu les oubliés. Et on n'est pas reconnus. Et ce qu'on demande, c'est quand même une reconnaissance au point de vue national, un vrai statut, une vraie valorisation et vraiment aussi un vrai salaire. Parce qu'il faut savoir que la moyenne des salaires des auxiliaires de vie, c'est entre 800 et 900 euros. Alors comment vivre avec ce salaire? Et souvent, c'est un métier qui est exercé par des femmes, principalement, souvent des femmes seules, donc il faut arriver à vivre avec ça. Donc on se bat depuis 4 ans et on continuera à se battre. Parce que moi, j'ai travaillé dans ce métier
J'ai fait ce métier-là pendant 30 ans. Je suis une jeune retraitée, mais je continuerai à me battre justement pour mes collègues, pour le métier, qui est un vrai métier. Et on aura de plus en plus besoin de nous, parce que la population, elle vieillit. Et il faut reconnaître aussi que maintenir les gens, les personnes âgées chez elles, c'est quand même beaucoup mieux que les mettre en institut. Là, au moins, elles sont dans leur petit univers. Merci encore. Alors, la deuxième médaille et diplôme, c'est pour Géraldine. Donc il y a Géraldine Séverine-Olivier, mais il y a donc qui travaille chez Honnête à l'hôpital d'Amiens. Par ailleurs, moi j'ai rencontré des gens qui travaillent chez Honnête, Amazon aussi, mais donc voilà, et qui, bien qu'étant, alors les salariés de l'hôpital, et tant mieux pour eux, ils ont eu le droit à la prime Covid, qu'ils soient dans les ateliers, qu'ils soient partout dans les bureaux, et tant mieux, et c'est normal. Mais c'est vrai, pourquoi quelqu'un qui fait les couloirs, qui fait les chambres, qui y compris a fait les chambres Covid, qui nettoie tout, qui se lève tôt le matin et tout ça, pourquoi il n'y a pas le droit à la prime Covid? Voilà, Géraldine, si tu veux parler d'autre chose, tu parles d'autre chose. Je tenais seulement à vous remercier, vous, de nous avoir écoutés, de nous avoir pris comme on était, d'être un être humain super. Et après, on voulait aussi remercier tous nos collègues qui avaient traversé la crise du Covid. Donc, c'est bon. On ne peut pas donner les noms de tous nos collègues, mais l'équipe d'Audrey, l'équipe de Lydie, l'équipe de Stéphanie, l'équipe de Sylvie, l'équipe de Kevin, et de Virginie, Wendy, Patricia. Donc voilà, merci à toutes d'avoir été là. Et vous voyez, je trouve, quand Séverine énonce le nom de toutes les équipes avec tous les prénoms, on se croirait encore dans le bouquin d'Éric Vuillard avec les prénoms et les noms de tous ceux qui ont pris la Bastille. C'est la même histoire. C'est l'histoire qui est faite par les gens d'en bas. Il faut pas les... Voilà, il faut que vous l'écriviez l'histoire et il faut que vous l'écriviez à l'hôpital d'Amiens aussi. Alors, ensuite, c'est Sandrine qui... alors, on a une Sandrine à Picardie debout. Donc, je voulais quand même qu'elle remette une médaille aussi, pour le principe, puisque c'est la médaille Sandrine, quoi, de l'utilité commune. Vas-y, Sandrine. Merci, François. Bon, je ne sais pas parler comme François, alors j'ai préparé mon petit texte, hein, excusez-moi. Alors, Martine, tu as commencé la confection des surblouses pour l'hôpital d'Abbeville avec Martine Ruffin et Nathalie Lachambre. Vous étiez 3 au début de cette aventure et vous avez fini à presque 50 personnes. Une véritable entreprise, hein. Vous avez utilisé toutes sortes de tissus. Tu m'as dit des tissus très fins, proches du papier, pour coudre ensuite, plus tard, de la bâche d'hivernage. Vous avez manqué de fil. C'était dur d'en trouver ou il était très cher. Les hommes faisaient les petites mains. Ils découpaient les pièces. Ça faisait gagner du temps. Ils s'occupaient des tâches ménagères et ils préparaient les repas. C'était un travail à plein temps au début, entre 6 heures et 8 heures de travail chaque jour. Un truc de fou. Martine Ruffin centralisait tout. C'était un boulot de fou. Il fallait emballer par paquet de 10, par paquet de 20. Claire, directrice adjointe de l'hôpital d'Abbeville, a fait les comptes. Vous avez fabriqué 1727 blouses sur blouses exactement. C'est incroyable. C'est donc avec un grand honneur que François, peut-être, tu remets... Ah ben c'est moi qui la remets du coup. Tiens Martine. Et la médaille. Je te remets cette médaille de l'ordre Sandrine de l'utilité commune. Et avec toi, ce sont tous ces travailleurs et travailleuses de l'ombre. Je pense à Isabelle, Willy, Clémence, Sylvie et tous les autres que je ne pourrai malheureusement pas citer. Nous vous remercions ici aujourd'hui. Merci Martine. Parce que moi toute seule, j'ai cousu dans mon petit coin. J'aime pas du tout être devant tout le monde. Je suis une petite main, je l'assume. Donc c'est au nom de toutes les couturières, les couturiers, les coupeurs, les coupeuses, les transporteurs, les coordinatrices qu'on a réussi à faire ce boulot. J'ai envie de dire, on se démerde bien sans eux. On sait, quand il y a besoin de solidarité, il y aura du monde. On était confinés, mais on savait s'organiser pour que
pour que les personnes qui soient devant les malades puissent être un petit peu protégées. On n'a pas fait grand-chose, mais content de faire quelque chose plutôt que de rester à la maison. Enfin voilà, au bout de 3 semaines, nos baraques, elles brillaient, quoi. On avait un peu autre chose à faire. Et voilà, puis j'avais aussi envie de dire qu'ils ne savent pas quoi faire de l'ISF. 2-3 milliards, c'est pas grand-chose. Ben moi, je propose déjà qu'on en fasse des surblouses, des masques, des gants, et puis après, on verra bien. Voilà. Alors, oh, 1, 2, ouais. Sachant que pour moi c'est quand même tragique qu'en Picardie, qui a été une grande terre textile, oh, bordel. On a fait les cathédrales en Picardie, elles ont été construites sur la réussite du textile, et que dans notre coin, on en soit à faire fabriquer des surblouses, des masques et ainsi de suite, et se démerder comme ça, ou à les faire venir de Pologne ou du Maroc. Je trouve ça tragique. Mais chapeau à toute l'équipe des surblouses. Enfin, il y a une 4e personne. Vas-y, vas-y. Je voudrais juste dire que cette médaille, en fait, on va en faire une garde alternée, en fait. Moi, j'en ai pas envie toute seule, donc on va se la refiler. Voilà. Alors, là, c'est de la médaille improvisée. Je viens de croiser Anne, là, qui est assistante maternelle, et je viens de la croiser sur le truc, et qui me dit, bah voilà, moi aussi, j'ai bossé pendant le confinement, et moi non plus, j'ai pas le droit à la prime Covid, donc je me suis dit, bon, on va improviser une 4e médaille Sandrine de l'utilité commune pour Anne, assistante maternelle. Ben, je tenais à remercier M. Ruffin, qui a pensé à nous, parce qu'on a été abandonnés, tout simplement. Pendant toute la crise, j'ai travaillé, aucune nouvelle de la PMI. Je pense qu'ils étaient morts. Ils se sont réveillés le 7 mai pour nous donner un protocole inapplicable avec des bébés. Donc voilà. Mais je tiens vraiment à remercier M. Ruffin. Enfin, c'est pas du tout prévu dans le programme, je sais que je vais me faire engueuler par Thibaut et puis tout ça. On a là Clément, je vais pas lui remettre de médaille, vas-y monte sur scène. Clément, vous allez le voir monter parce que c'est une sacrée masse. Je vous dis juste, le chant On est là des Gilets jaunes, il est né toujours de la Picardie. Non, il est né à Lens. Au départ, c'était un chant des supporters de Lens. On est là, même si vous ne le méritez pas, qui était dit aux joueurs qui étaient en train de perdre, nous on est là. Et l'un de ceux qui a permis qu'il y ait un chant d'abord des cheminots, parce que Clément est cheminot à Lyon, mais c'est un produit de Picard, un beau petit produit de Picard, qui a permis que ce chant d'abord il aille chez les cheminots, il passe de Lens aux cheminots, puis qu'il passe des cheminots aux Gilets jaunes, ça a été Clément. C'est pas été le seul, mais c'était l'un de ceux qui a permis que ce chant émerge. Et moi je suis très fier que du mouvement des Gilets jaunes émerge un chant comme On est là, même si le Macron le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. C'est magnifique. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'entonner le chant pour finir. Ça vous va? Tu m'entends? On est là, même si nous ne le voulons pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Et juste un mot, là c'est l'été, mais il va falloir reprendre des forces parce que le combat, on va reprendre très fort sur la réforme des retraites et j'espère qu'on sera tous là et en grève. Merci. Je laisse la parole à Guillaume, je crois qu'il y a la fanfare qui joue. Et ensuite, les enfants vont démolir la Bastille qui se trouve à côté. Voilà. La fanfare. Merci à vous tous, merci beaucoup. Merci beaucoup.